Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au 20h. Voici les titres les principaux de cette édition. Tension électrique à Makepe Misoke ce matin. C'est un quartier de la ville de Douala où des populations ont manifesté pour revendiquer le retour du courant électrique. Zoom sur ce quartier où l'insécurité et les salubrités ont fait leur lit. Assainissement des mœurs dans la gestion des affaires publiques au Cameroun. Des gestionnaires à la Sopecam épinglés par la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le rapport 2011 de cette institution est publié depuis ce matin à Yaoundé. Retour sur le ravin de tous les dangers à Ndokbon dans la ville de Douala. La prévention est-elle au ventre mou de la protection civile au Cameroun? Retrouvez-nous dans la seconde partie de ce journal, seconde partie consacrée au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour la première partie. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision et ce mouvement d'humeur au quartier Makepe Misoke ce matin. Les populations du lieu dit Lokmalepo ont érigé des barricades sur la voie publique pour dénoncer l'absence de l'énergie électrique dans leur localité depuis 2 semaines. Elles appellent AESonel à étendre son réseau électrique. C'est un reportage signé Cédric Chouna et Sandrine Yamga. Matinée agitée au quartier Makepe Misoke à Douala. Les populations du lieu dit Entrée-Lumière sont sorties en masse ce mardi pour réclamer le retour de l'énergie électrique dans leur localité. Elles ont érigé des barricades sur la voie publique. La circulation a été interrompue sur cet axe, pourtant très fréquenté et reliant plusieurs quartiers. Même la pluie n'a pas dissuadé ces hommes et femmes, criant leur colère. Nous nous sommes déportés vers la Sonel, on n'a pas eu de suite. Nous avons fait une requête auprès du sous-préfet de Douala 5e, on n'a pas eu de suite. Nous avons déposé une requête à la mairie, au service technique, nous n'avons pas de suite jusqu'à présent. C'est pour cela que la population est sortie très tôt ce matin pour qu'on nous dise le pourquoi on nous a suspendu la lumière. Il y a un problème d'extension de réseau qui se pose depuis. Et les compteurs qui sont au quartier, il y a des centaines de compteurs. Et ce sont les agents Sonel même qui sont venus placer ces compteurs et on a payé les abonnements chez eux. Donc ce qui fait que quand ils disent qu'il faut le réseau normal ou ceci, cela, la Sonel n'a pas encore fait extension. Nous on veut qu'ils rentrent mettre les poteaux, s'ils veulent supprimer la lumière, qu'ils viennent mettre les propres poteaux comme ils ont dit et qu'ils continuent à nous fournir de l'énergie. Une situation qui a poussé les autorités administratives à sortir de leur lit. Mais au regard de la situation, le chef de terre a tout fait de mettre les points sur les i et d'appeler au calme. Ceux qui ont des abonnements AESonel en bonne et due forme seront repris dans le réseau. Il aura fallu l'intervention des forces de l'ordre pour que les barricades et pancartes soient dégagées afin de permettre un retour à la normale et rendre possible la circulation. Makepe Misoke, c'est un quartier marqué par de nombreux maux. Insécurité, insalubrité, fraude en énergie électrique rythment la vie dans ce quartier de la ville de Douala. Les populations crient à l'oubli par les pouvoirs publics. La vie à Makepe Misoke, c'est avec Samuel Choufa et Flavien Valondongo. Situé dans l'arrondissement de Douala 5e, Makepe Misoke ne semble pas compter dans les plans des pouvoirs publics à Douala. Pour curer le drain, même à 100 mètres, on n'a pas pu faire. Nous sommes bloqués ici là depuis. On a perdu les enfants ici dans l'eau parce qu'il y a un problème de drainage que la communauté urbaine de Douala nous avait promis. Ils sont partis depuis des années, on ne les voit plus. Qualifié de zone à risque, Makepe Misoke est l'un des quartiers qui a reçu la visite du plus grand nombre des membres du gouvernement à cause des inondations. Voilà même les bananiers qu'on a eu à couper, que la communauté urbaine nous avait promis donc de faire le drainage d'eau là. Nous sommes en train de l'attendre parce qu'on a même mis les bornes là partout. Il y a même les bonnes, il y a 2 bonnes de l'autre côté là. Depuis lors, rien n'a changé. Les populations continuent de vivre dans une promiscuité et une insalubrité à nul autre pareil. Tout ce qu'on veut dire, c'est que ce quartier, nous sommes au marécage. Je veux dire que caché. Parce que quand il pleut, les maisons, pas besoin de construire une cuisine classe. Le repas familial est fait ici, dans un environnement qui laisse à désirer. Puisque le nid donne, on n'a pas fait le drain depuis un certain moment, et on nous propose ça depuis, on n'arrive pas à nous satisfaire. Dans cette localité, la nuit tombée,
L'accès au quartier donne la sueur froide aux habitants. Il y a beaucoup de garçons qui ne travaillent pas dans ce quartier. Ils passent tout le temps à jouer le njambo, toute la nuit et dans la journée, ils sont toujours là, ils se rôdent, ils ne font rien. Moi-même, que je sors le matin pour aller payer mon vin, deux fois on m'arrache l'argent en route, même le bidon. Les élèves se débrouillent tant bien que mal pour réviser leurs leçons à cause de l'absence de l'éclairage public. Nous, on se débrouille, on vit un peu comme au village, vous voyez. On se débrouille, bougies, lampes à torches, surtout lumière. La lumière, ce sont que les torches que nous utilisons. Puisqu'il n'y a pas de lumière. Le quartier Makepe Misoke, sous le regard des pouvoirs publics, sombre davantage dans l'insécurité, l'insalubrité et plus grave, dans des inondations. Et pour sortir de Makepe Misoke, notons que des sources indiquent que l'électricité a été interrompue dans ce quartier par des agents de la SONEL du fait d'un vaste réseau de fraude qui a été démantelé sur environ 350 personnes connectées au réseau électrique. Une cinquantaine seulement est alimentée de façon régulière. Nous y reviendrons. Et voici maintenant le ravin de tous les dangers et de tous les risques. C'est à Ndokbong dans la ville de Douala après les effondrements qui ont coupé la route en deux hier. Les occupants de la minicité qui jouxte ce ravin sont sommés de libérer les lieux. L'on redoute aujourd'hui une catastrophe grave. Samuel Tchoufa et Flavien Valondongo. Bertine est étudiant. Il occupe une chambre dans cette minicité. Combien il a été sommé de libérer les lieux par son bailleur qui dit éviter le pire depuis l'effondrement du ravin. Oui, le bailleur me demande de partir parce que le danger approche. Il y a le soir, il y a encore une partie qui est un peu tombée là. Comme je suis en train de composer là maintenant, il me faut à peu près peut-être 3 jours pour sortir. Vraiment, je n'ai pas le temps pour me préparer pour mes examens et ça me dérange beaucoup, Cette annonce n'est pas sans conséquences. Plusieurs locataires ont dû quitter leur chambre le lendemain du drame. Ouais, tout le monde est parti en catastrophe là samedi quand c'est tombé. Il reste juste peut-être quelques chambres parce qu'ils ne sont pas là. Nous on est encore là peut-être parce qu'on est un peu têtu. Dans la minicité, chacun s'active à faire ses bagages avant le délai prévu pour le 31 août 2013. Seulement, les destinations restent incertaines. Là, je suis encore en train de chercher une maison. Je vais d'abord déposer mes affaires chez un ami. Si je pars d'ici, je suis obligé d'abord de chercher au squatier en attendant de trouver une maison. Donc c'est la priorité que nous avons. En fait, nous sommes en train de réfléchir ce que nous allons faire. Je sais que si nous n'allons pas respecter le délai. La descente sur le site de l'effondrement un jour après par les autorités de l'arrondissement de Douala 5e n'était qu'une vue de l'esprit, selon l'un des locataires. Le sous-préfet, le maire était ici hier. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'on a dit qu'on devait fermer, on devait faire une barrière qui refermait comme ça, en attendant voir avec la communauté urbaine comment ils vont arranger le drap. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour le moment, donc c'était vraiment dégueulasse. Ils nous ont rien dit qui nous encourage, quoi. La situation n'a donc pas changé depuis que la route est coupée et le ravin effondré au lieu d'Indorban à Douala. Notons donc que cet incident intervient plusieurs jours après la sonnette d'alarme qu'Equinox Télévision a tirée à travers des reportages réalisés sur le site pour annoncer cet incident. Maintenant, à Yaoundé, au sujet de cette pénurie en eau potable, notons que les résidents du camp de la gendarmerie mobile à Ngoaekele payent le prix fort des semaines entières sans eau potable. Les habitants sont obligés de parcourir des kilomètres pour trouver le précieux liquide. Des détails dans ce reportage signé Emmanuel Job et Yannick Mbazwa. Voici le début du calvaire que s'apprêtent à connaître ces enfants. Malheureusement, c'est le prix à payer pour s'offrir quelques litres d'eau, entre parenthèses, potable. Ce qui m'a amené à venir puiser l'eau ici, c'est parce que la Sénèque coupe toujours l'eau. Et pour vivre maintenant, nous sommes obligés de venir puiser l'eau des rigoles. Donc, on peut dire des sources, l'eau sale pour préparer, aider nos mères. Une fois l'eau recueillie dans ce ruisseau, commence alors la périlleuse escalade. Seau d'eau en main ou sur la tête, et ils vont gravir cette colline. C'est après cette longue escalade et à bout de souffle qu'ils rejoignent leur domicile. L'auteur de cette épuisante aventure
étant la pénurie d'eau. Depuis, on n'a pas d'eau, donc on souffre. Les robinets, on déjà fait une semaine, même pas une goutte. Le jour que ça coule, les enfants se réveillent à 1h, 2h, 3h, 4h, c'est fini. Les robinets sont secs et quand bien même elle laisse couler quelques litres d'eau, elle est de mauvaise qualité. Ouh, c'est rouge, c'est tout rouillé. Donc quand tu déposes une cuvette de 40 litres là, la bonne eau peut être à 10 litres. Tout le bas est rouillé. Par conséquent, pour consommer de l'eau du ruisseau, la technique est artisanale et ce, au risque des maladies qui les guettent. Oui, on bout d'abord, après son filtre. Nous sommes obligés de faire comme ça et mettre un peu d'eau de javel après. Ça donne des maladies, comme peut-être le choléra, le mal de ventre, le diarrhée chronique comme ça. Situé à un port de l'Assemblée nationale, la gendarmerie mobile et ses habitants lancent un cri de détresse à l'endroit du gouvernement. Et les ex-employés de la Cameroun Tea Estate sont en colère. Ils revendiquent le paiement de leur indemnité de licenciement et pour manifester leur ras-le-bol, ils ont érigé des barricades à travers la région du sud-ouest où nous retrouvons Derek Jator et Sandrine Babo. Voilà plusieurs années déjà que ces ex-employés de la défunte Tollet Tea Estate, devenue Cameroun Tea Estate après privatisation, revendiquent le paiement des indemnités de licenciement. En 2011 déjà, ces 150 agents avaient assiégé durant des mois les locaux de l'entreprise ainsi que les services du gouverneur réclamant leur dû, mais avaient dû renoncer après des promesses du gouvernement camerounais de revoir favorablement leur situation. Seulement, rien n'a changé depuis lors. Pour manifester leur ras-le-bol, ils ont érigé cette fois-ci des barricades à l'entrée des lieux-dits Maïsistine, Limbé et Tollet, décidés à récupérer ce qui leur revient, empêchant l'accès à toute personne. Aujourd'hui, nous sommes passés à la méthode fort, après 9 mois de revendications et d'attente. À l'issue de la rencontre avec les administrateurs de la CTI, il a été demandé aux grévistes de mettre fin à leur mouvement d'humeur. Toute chose que ces derniers n'entendent pas tant qu'une solution immédiate n'est pas trouvée à leur doléance. Cette fois-ci, nous voulons notre argent pour pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Seulement, tant que la situation n'est pas résolue, la grève va se poursuivre. Informé de la situation, le sous-préfet de Boya, accompagné de quelques agents des forces de maintien de l'ordre, sont descendus sur les lieux pour calmer les esprits. Nous avons été informés très tôt ce matin de ce que les employés de CTI manifestent leur mécontentement à l'entrée de la société. L'occasion pour nous de discuter avec les responsables des grévistes étant donné que c'est une situation grave et que nous en sommes conscients. Des pourparlers qui, on l'espère, redonneront du sourire à ces ex-employés de la CTI. Sale temps pour des gestionnaires de la chose publique, la SOPECAM dans le viseur de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le rapport 2011 présenté ce jour à Yaoundé épingle la gestion de la Société camerounaise de presse et d'édition. Des détails dans ce reportage signé Hervé Siewé et Marcelin Gansop. En faisant un calcul rapide, l'on constate que le rapport présenté à Yaoundé consacre 23 pages à la gestion de la SOPECAM pour les seuls exercices 2004 et 2005. Ce rapport relève des irrégularités sur les opérations de dépenses et porte des réserves sur la fiabilité des états financiers de cette période. À titre d'illustration, l'allocation d'une somme de 12 500 000 au ministre de la Communication de l'époque, alors qu'il n'est pas membre du conseil d'administration de la SOPECAM. Pendant la même période, le PCA a bénéficié d'une aide de plus de 16 millions pour faire évacuer son épouse en Europe suite à une demande adressée au directeur général de la SOPECAM. Une dépense sans fondement juridique que la Chambre des comptes dénonce. Il y a aussi des paiements indus aux fournisseurs, des fractionnements de marché en violation de la réglementation en vigueur. Si on ajoute l'accroissement disproportionné des charges de personnel, ainsi que les avances reçues des clients non apurés, on conclut avec la Chambre des comptes que la gestion de la SOPECAM entre 2004 et 2005
ne s'est pas faite selon les règles de l'art. Pour le reste, le rapport donne le carton rouge à certains gestionnaires. Le cas du receveur municipal de la commune urbaine de Garoua pour l'exercice 2004. Ce dernier est débiteur envers la municipalité de la somme de 1 375 000, conséquence de plusieurs paiements sans base légale. Pour la même période, l'agent comptable de la CSPH est aussi indexé. Il est débiteur envers cette entreprise de la somme de près de 55 millions de francs CFA, représentant des paiements sans pièces justificatives. Au total, 66 arrêts de condamnation à l'amende ont été rendus, mais aucune affaire pénale n'a été transmise au parquet. Comme toujours, le rapport s'achève par des recommandations. En rappel, la Chambre des comptes de la Cour suprême contrôle et statue sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. Elle donne également son avis sur toute question relative au contrôle et au jugement des comptes. Notons que pour son président, la Chambre des comptes de la Cour suprême n'est pas simplement une institution de condamnation à des peines d'amende. Elle joue également un rôle d'éducation et de conseil. Je vous propose dans l'extrait qui suit d'écouter Marc Ateba Ombala. Il est au micro de Marcelin Gansop. L'action de la Chambre n'est pas que des jugements des comptes. Elle a aussi une action de conseil et d'encadrement des gestionnaires qui peuvent recourir à elle pour avoir des éclairages en ce qui concerne les contrôles et le jugement des comptes. Et pour ceux qui ont reçu de ce document, vous allez voir que le premier président de la Cour suprême a axé son avant-propos sur cette compétence consultative qui est aussi une compétence de conseil. C'est-à-dire qu'on chercherait à penser que si nous allons faire état d'une façon spectaculaire des condamnations, mais nous mettons ici aussi cette action de formation et d'information des gestionnaires. Et maintenant, notre série consacrée à la rentrée scolaire 2013-2014, des responsables du ministère camerounais des enseignements secondaires dans la région du littoral font leur rentrée. La première sectorielle s'est tenue ce jour dans la ville de Douala. La hausse des frais d'APE et le problème des établissements scolaires clandestins ont meublé les débats. Mitterrand Dame et Serge Alain Otto. Alors que la rentrée scolaire 2013 pointe à l'horizon, le ministre des Enseignements secondaires a une fois de plus procédé à la fermeture de plusieurs établissements clandestins. Il leur a reproché leur fonctionnement sans autorisation de création ou d'ouverture. Ces établissements privés se retrouvent principalement dans les régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest, et francophones, centre et littoral. Un phénomène persistant, comme l'a reconnu le secrétaire général de la région du littoral. Donc c'est une mauvaise éducation qui n'est pas faite par des spécialistes. C'est pour ça que nous conseillons aux parents aller vers les établissements régulièrement autorisés parce que ceux-là sont suivis, sont sous le contrôle de l'État. Les responsables des enseignements secondaires en ces veilles de reprise des classes souffle le chaud et le froid sur la question de l'APE, un regroupement dont l'existence et les objectifs animent les débats dans les chaumières. Les derniers cas en date, à savoir le lycée bilingue de Deido et de Nilon, où les frais sont passés du simple au double, soit 15 pour 30 000 francs CFA. Tout cela n'a pas contribué à ramener la sérénité au sein de la communauté éducative. Nous, les parents, nous devons soutenir l'administration. Mais il ne faudrait pas qu'en soutenant l'administration, nous nous retrouvons à genoux. Donc, je pense que c'est un problème à revoir. Les parents construisent des salles de classe. Les parents achètent des bancs. Les parents achètent tout. Payent les professeurs, les maîtres il y a des professeurs ou des maîtres appelés maîtres des parents d'élèves. C'est un mauvais système. La première réunion sectorielle des responsables des enseignements secondaires de la région du littoral, ouverte au lycée Georges de Douala, doit, à travers la kyrielle de manquements relevés par le secrétaire général de la région du littoral, doit particulièrement se pencher sur ce qu'il a appelé des corrections bâclées de copies. Sinon, le thème de cette sectorielle, à savoir une pédagogie de l'excellence pour une république exemplaire, perdrait tout son sens.
Et toujours dans ce registre, le corps administratif reprend du service ce jour. Seulement, la prescription n'est pas suivie par tous de la même façon. Absence du personnel et autres revendications ont été observées ce jour à Yaoundé. Des détails avec Emmanuel Job et Yannick Mbazwa. Lycée bilingue de Yaoundé, ici, l'heure est au dernier coup de brosse. La propreté qui y règne plante le décor des dispositions déjà prises au sein de l'administration. Le campus est déjà propre, on a déjà mis tous en garde. On attend seulement les étudiants avec les professeurs. Sur l'inquiétude, l'ambiance folle du 2 septembre prochain. Ce n'est que cette affaire de recrutement, parce qu'on doit commencer le 2. Et c'est le même jour qu'on doit accueillir les enfants. Au CETIC de Ngwa Ekele, la plainte réside en l'état vétuste des bâtiments et au manque de matériel. Il y a les problèmes d'équipement qui se posent toujours au CETIC de Ngwa Ekele. C'est un vieil établissement, mais les équipements et les infrastructures sont vétustes. Au cours de sa première réunion de prise de contact, la nouvelle maîtresse des lieux a pris le pouls de la température antérieure. Oui, on utilise les ressources, mais ces ressources ne sont pas à l'aise. Et poser les jalons des réussites de l'année scolaire 2013-2014. Nous sommes en plein dans les préparatifs de la rentrée qui a lieu le 2 septembre. Actuellement, nous sommes en train de tenir une réunion à cet effet. Tous les collaborateurs de l'administration, nous sommes là pour cette réunion. La grande inquiétude de cette rentrée scolaire vient du côté de l'école publique de la gendarmerie mobile. Ici, c'est un silence de mort. Les portes fermées et l'insalubrité qui y règne donnent l'impression d'un établissement fermé. À quelques jours de la rentrée scolaire 2013-2014, si certains chefs d'établissement sont d'ores et déjà au four et au moulin, d'autres par contre dorment encore sur leurs oreillers. Susciter la sympathie du régime de Yaoundé et normaliser ses relations avec le Cameroun, c'est le double objectif que vise l'homme fort de Bangui, Michel Djotodia. C'est du moins la lecture que fait un expert en droit international à la suite de la déclaration du gouvernement centrafricain de remettre au Cameroun les présumés meurtriers du policier camerounais Félix Ngando Dalin, abattu le 19 août dernier à la frontière Cameroun-République centrafricaine. Des détails avec Dani Warenzede et Jean-Paul Chou. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement centrafricain dit toute sa volonté de livrer à la justice camerounaise tous les assassins de l'officier de police Ngando abattu le 19 août dernier par des militaires de la Séléka dans la ville frontalière de Toktoyo. À première vue, selon les hommes de loi, l'extradition est une exigence du droit international. Le crime ayant été commis chez nous, au Cameroun, et que les auteurs se sont réfugiés en Centrafrique, il est normal qu'on les fasse la procédure d'extradition pour que ce soit le Cameroun qui les juge. En deuxième lecture, l'homme de droit y voit un calcul politico-diplomatique de Michel Djotodia visant à faire des yeux doux au pouvoir de Yaoundé qui peine à accepter le pouvoir en place à Bangui, conformément à la Convention de l'Union africaine qui proscrit toute collaboration avec un régime arrivé au pouvoir par les armes. Et le régime centrafricain a anticipé notre demande pour essayer de normaliser ses relations avec le Cameroun, qui a fermé les frontières et dont le président Paul Biya refuse de recevoir le président Djotodia. Donc, il tend à faire son mea culpa, à montrer patte blanche en disant, écoutez, moi je veux harmoniser les relations entre la République centrafricaine et le Cameroun. Reste maintenant à la partie camerounaise d'accepter cette offre d'extradition afin de juger et punir les auteurs des exactions en territoire camerounais. Autre escale de l'information dans ce journal, c'est en Syrie. L'idée d'une intervention semble se préciser. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France étudient cette option. Selon des médias américains, l'intervention serait imminente. Reportage. Comme un air de déjà-vu, les chaînes américaines ont Breaking News, émission spéciale sur la crise en Syrie. L'Amérique se prépare au pire, les navires de guerre de l'US Navy sont en alerte. Le président Obama a eu des échanges personnels avec les chefs d'État des différents pays alliés.
Il leur a exposé sa vision de la réponse la plus adaptée à cette attaque chimique. Il ne croit pas se tromper. Le président Obama pense qu'elle devra être à la hauteur de ceux qui ont usé des pires moyens contre un peuple sans défense. Il n'y a rien de plus grave aujourd'hui et tout cela est pris très au sérieux. Alors que les soupçons pèsent de plus en plus sur Damas concernant l'utilisation d'armes chimiques contre des civils, sur le terrain, l'enquête des inspecteurs de l'ONU suit son cours, difficilement. Hier, ils ont essuyé des tirs de snipers non identifiés avant de se rendre à la Ghouta en banlieue de Damas. Ils y ont recueilli les témoignages des victimes de l'attaque chimique supposée. En attendant le verdict des inspecteurs, le bras de fer diplomatique se poursuit. Si quelqu'un pense qu'en bombardant ou en détruisant les infrastructures militaires syriennes ou en laissant les opposants au régime remporter la victoire, tout sera terminé, eh bien c'est une illusion. À peine cette bataille aura-t-elle été gagnée par les rebelles que la guerre civile continuera avec un régime des leurs face à une nouvelle opposition. Une chose est sûre, quels que soient les résultats de l'enquête, après 2 ans de guerre civile, le conflit en Syrie a déjà pris une dimension internationale. Et comme annoncé un peu plus haut pour refermer la première partie de ce journal, nous revenons sur ce reportage sur la fraude électrique à Makepe-Musoke pour mentionner que l'électricité, selon des sources, a été interrompue dans ce quartier par des agents AESonel du fait d'un vaste réseau de fraude qui a été démantelé. Sur environ 350 personnes connectées au réseau électrique, une cinquantaine seulement est alimentée de façon régulière. Reportage. Le mouvement d'humeur organisé par les populations du quartier Makepe-Musoke, lieu-dit Lokmalep, ancienne décharge ou entrée Marie-Lumière, a permis d'apprendre qu'un vaste réseau de fraude a été démantelé il y a quelques semaines. Autant de nombreux abonnés ont été malencontreusement coupés, autant il y a beaucoup de fraudes. Des faits inconnus ou même reconnus par des riverains. Entré dans ce quartier, je ne savais pas qu'il y avait fraude. Dernièrement, j'ai payé tous mes papiers normalement. Mais dernièrement, je suis surpris qu'on envoie les éléments avec les gendarmes qui viennent couper la lumière au quartier. Moi, je ne connais pas. Bon, c'est quand je me suis renseigné à certains agents de la SONEL qui m'ont fait comprendre que cette ligne-ci qu'on vient d'installer, ce n'est pas une ligne reconnue. Les responsables de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique vont savoir qu'un petit nombre seulement d'habitants est régulièrement reconnu comme abonné. La particularité ici, c'est que nous avons découvert ici un vaste réseau de fraude. On a plus de 350 ménages connectés directement sur nos réseaux et les conséquences sont énormes. Nous avons déjà perdu ici 4 transformateurs en moins d'1 mois. Et il ne se passe pas de jour sans que les populations régulièrement abonnés ne soient privés d'électricité à cause de la situation des transformateurs par les réseaux en fraude. Ceux des abonnés, ceux des clients qui ont un abonnement en bonne et due forme. Combien sont-ils? Nous en avons inventé pour le moment environ une cinquantaine sur les 400 que nous avons identifiés connectés sur le réseau. Nous demandons à ceux-là de se présenter à nos agences et seront réalimentés aujourd'hui pour ceux qui ont un abonnement en règle. Ils seront donc rétablis et bénéficieront de l'énergie électrique. Il faudra simplement faire la démarche adéquate auprès de AESonel, tout comme ceux qui se sont frauduleusement alimentés. Une fois que nous avons terminé avec cette opération, le disjoncteur n'a plus jamais sauté. Plus jamais. Alors que tous les soirs, ici, dans le quartier, le disjoncteur, il part. Donc voilà, c'est-à-dire des gens normalement abonnés, des gens normalement abonnés mais qui ont déplacé les branchements et puis ceux qui n'ont rien du tout. Nous avons une solution pour chacune de ces catégories. Reste donc aux populations de faire le pas puisque les branchements observés le témoignent. Mais elles souhaitent que AESonel étende aussi son réseau afin que tous et chacun puissent être de façon normale illuminés. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat.
Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Retour sur le ravin de Ndokbon avec le docteur Joël Raphaël Wangsi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste environnementaliste. Nous avons diffusé depuis hier des images de ce ravin, une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Est-ce qu'elle était prévisible? L'incident qu'on a enregistré hier avec l'effondrement d'un mur d'une mini-cité après l'érosion était-il prévisible? Oui, tout cela est prévisible parce que la nature en elle-même est très rancunière. Rancunière en ce sens que chaque fois qu'on fait pression sur la nature, on a toujours le retour du boomerang. Notamment le cas de Ndokbon, quartier qu'on appelle Ndokbon, et le cas de dans la ville de Douala. Oui, dans la ville de Douala, le cas de ce quartier n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres cas. Mais pour revenir à cette situation bien précise, c'est-à-dire au cas d'espèce, je voudrais dire qu'il y a des causes qui sont liées à une telle érosion. Ces érosions que nous nommons dans le langage de l'aménagement ou bien de l'environnement les run-off, n'est-ce pas, qui sont dues à des pluies ou bien à des eaux de ruissellement mal canalisées ou encore mal orientées qui finissent par éroder la terre et causer les désagréments que vous avez connus ou bien les dangers qui sont depuis hier. Est-ce qu'il faut redouter le pire aujourd'hui? Il faut redouter le pire parce que, pour parler des causes d'abord, je veux dire que lorsqu'on a remblayé le Vouri, on a élevé le niveau du Vouri et a limité les exutoires des petites rivières qui convergeaient vers le Vouri. En réduisant le Vouri, on a donc fermé ces exutoires à certains niveaux. Notamment, on connaît les exutoires des fleuves, des rivières, telles que le Ngongue, telles que le Tongo-Bassa. Mais il y a aussi des causes internes qui sont généralement les riverains qui ont bouché les lits des fleuves, ou bien qui ont construit sur les abords des fleuves, et même sur des drains. Et sur des drains, ou bien qui ont remblayé les lits des rivières. Et en remblayant les lits des rivières, ils ont réduit le lit du fleuve. Et le fleuve cherche un espace naturel pour évoluer. On dit que le fleuve cherche son espace vital, c'est-à-dire il finit par éroder certains espaces et causer les conséquences que vous avez connues. Alors, comment est-ce que vous appréciez l'attitude des pouvoirs publics face à ce problème? Parce que selon la collecte des informations que nous avons menées nous avons puisé sur le terrain, les pouvoirs publics sont restés jusqu'ici silencieux. On peut même dire, je peux dire sur ce plateau que les nombreux appels que nous avons adressés à la communauté urbaine de Douala sont restés infructueux jusqu'ici. Oui, c'est la gestion de l'information que vous traduisez là, ou encore le manque de réaction de la mission des services publics chargés de la protection de l'environnement. Mais il faut aussi l'avouer, la responsabilité revient aussi aux populations, parce que ce sont des populations qui élisent le conseil municipal. Mais malheureusement, beaucoup des membres du conseil municipal, s'il faut dénoncer l'attitude, l'inertie des autorités communales, beaucoup des membres du conseil municipal n'habitent pas dans ces régions ou bien n'habitent pas tout autour de ces sites et sont totalement étrangers aux problèmes que vivent les populations. Exactement. Et la sanction, c'est qu'il faut leur opposer peut-être une sanction au retour au moment de renouveler les exécutifs communaux. Même si on renouvelait les exécutifs communaux, le problème est qu'on ne renouvelle pas les exécutifs communaux avec des gens qui sont suffisamment conscients des problèmes environnementaux qui se posent aux communes. Il appartient donc aux populations de s'approprier la protection de l'environnement à l'intérieur de leur commune. Parce qu'on ne peut pas être conseiller municipal dans une commune où il y a un événement comme celui-ci et habiter Bonapriso. C'est totalement incongru. Est-ce que, décidément, la prévention n'est-elle pas le ventre mou de la protection civile au Cameroun? La prévention, oui. On peut le dire. Mais cependant, il faut l'avouer, le problème n'est pas uniquement la prévention. Le problème est encore plus grand. Il faut parler des stratégies environnementales de la ville de Douala. Donc, il faut aller au-delà de la prévention. Il faut parler plutôt de construction, dans la mesure où très peu de Camerounais savent, même s'il existe un profil environnemental de la ville, c'est-à-dire une lecture de ce que c'est que le sol, une lecture de ce que c'est que le fleuve, de ce que sont les fleuves. Pire encore, c'est que
les habitants de la ville de Douala sont étrangement étrangers à la protection de leur milieu. Vous voyez, et on a vu dans cette région que vous avez filmée, dans certaines rivières, des gens ont balancé des pneus de voitures, des châssis de voitures, des gens ont construit sur des pilotis qui réduisent le lit du fleuve et le fleuve s'enfuit le fleuve s'évade vers certaines zones où il ne devait pas être, ce qui provoque ce que vous avez vu. Mais malheureusement, nous restons toujours étrangers à une ville qui nous accueille. C'est-à-dire, les gens se font de l'argent, rentrent dans leur village et se disent, bon écoutez, c'est le Far West, on peut faire n'importe quoi. Mais peut-être de ce point de vue, les responsabilités peuvent être partagées, c'est-à-dire à côté de l'incivisme des populations, on peut opposer aussi le laxisme des pouvoirs publics. Oui, c'est pour ça que je dis que les populations doivent savoir élire leurs conseillers municipaux, des conseillers municipaux qui maîtrisent les questions de l'environnement, parce que les questions de l'environnement ont aussi un impact économique. C'est pas facile de perdre de l'argent quand on a construit une maison. Il y a des risques pour les populations, question de sécurité, n'est-ce pas? Une maison peut se fondrer, des maisons se fondent dans la ville, et il y a toujours une inertie du service, de la mission de service public chargé de la protection de l'environnement ou bien encore chargé de protéger les populations. Alors, pour refermer ce plateau, Dr Joël Raphaël Ouanssi, revenons au cas d'espèce, celui qui nous préoccupe ce soir, le ravin de Ndokbong dans la ville de Douala. Est-ce qu'il y a des solutions à envisager pour éviter le pire? Oui, il y a des solutions. La première solution a été envisagée par il faut que les gens de Ndokbong, les gens de ce quartier, la commune de Douala, troisième, je crois. Cinquième. Oui, la commune de Douala cinquième, oui. Soit éligible au PDUE. C'est-à-dire c'est un programme de développement urbain, n'est-ce pas, qui a déjà profité à certains quartiers, à certaines villes, notamment à Bamenda, et ça a profité aussi au quartier de Newbel, où des drains bétonnés, où des canaux ont été construits pour canaliser les eaux et pour éviter l'érosion et les effondrements de cette nature. Peut-être dans l'urgence que les populations évacuent les zones à risque, les populations riveraines puissent se libérer des zones à risque. Oui, il appartient à l'État de le faire, notamment l'État bénéficie d'un pouvoir régalien pour le faire, c'est-à-dire dégager les gens qui vivent sur ces emprises. L'État a les moyens de le faire. Merci, Dr Joël Raphaël Ouanssi. Je vous en prie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur nos programmes à demain 20h. Bonsoir.